Alors bonsoir à vous tous, bienvenue, merci d'être là, autant pour nos invités que pour vous tous et toutes. Alors, quelle place pour les Autochtones aujourd'hui? Le premier intervenant sera M. Thierry Rodon, titulaire de la chaire sur le développement durable du Nord, je vous le présenterai plus longuement tout à l'heure. Ensuite, Mme Wydia Larivière, co-initiatrice de la mobilisation québécoise de Idle No More. M. Max Gros-Louis, qui a été très longtemps, vous le savez, grand chef de la nation Huron-Wendat. Et enfin, M. Jean-Louis Fontaine, ethno-historien, chercheur et traducteur. M. Rodon, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. D'abord, peut-être aussi une note liminaire, c'est qu'on tente à dire autochtone, mais autochtone, ça couvre des réalités extrêmement différentes. Et ça, c'est la première chose. D'une part, c'est le nombre de nations autochtones qui sont là, avec une diversité extrêmement importante, diversité culturelle, évidemment. D'abord, vous savez probablement que la Constitution du Canada reconnaît 3 peuples autochtones actuellement, ce qu'on appelle les Premières Nations. Maintenant, les Métis, alors ça c'est intéressant, hein, les Métis, c'est certainement pas des gens qui étaient là de temps immémoriaux, là. Mais en même temps, c'est basé sur l'occupation, la création de la culture de la Rivière Rouge, là, qui est un métissage culturel entre coureurs des bois et indiens de l'époque, et qui a créé une culture. Donc ils sont reconnus par la Constitution. Puis le troisième peuple, c'est les Inuits, qu'on oublie souvent, qui sont les moins nombreux, hein. Il y en a 50 000 dans l'ensemble du Canada. Mais qui sont assez présents dans l'iconographie, ça c'est très clair. Donc c'est ça les 3 peuples qui sont reconnus. Mais à l'intérieur de ça, il y a aussi d'immenses différences entre les communautés. Là. Une communauté comme Wendat, Wendake, qui est à côté de Québec, c'est très différent d'une communauté crie comme Wamagustu, qui n'est pas reliée par la route. Et ça aussi, c'est des choses qu'on oublie très souvent quand on parle des Autochtones. Là. On a tendance à en parler comme d'un groupe homogène. Ce n'est pas du tout un groupe homogène. Donc, l'autre chose que je voulais montrer, ça, c'est une carte du Canada sur les pourcentages de population autochtone. Ça, c'est aussi 2 Canada qui sont très différents. Vous voyez tout ce qui est en rouge et qui est en rose foncé, c'est là où les Autochtones représentent 50% de la population. Et comme vous voyez, il y a 2 Canada. Il y a un Canada du Sud où les Autochtones sont très minoritaires, mais il y a un Canada du Nord où les Autochtones sont très majoritaires. Les territoires Cris, les territoires Inuits. Les Inuits ne sont pas nombreux, mais ils sont majoritaires. Et ça, c'est aussi, cette carte est un peu trompeuse parce que c'est pas, les zones en rouge, ce n'est pas là où la majorité des Autochtones vivent. C'est là où ils sont une majorité. La majorité des Autochtones vivent en Ontario, en fait. C'est la province qui a le plus d'Autochtones, et ils vivent dans le Sud. Donc, il y a un peu cette contradiction-là. Il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent très minorisés, et il y a un certain nombre d'autres groupes qui sont très majoritaires sur leur territoire. Alors, évidemment, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est un autre élément que je voulais faire ressortir. Alors, si on parle de la relation, il ne faut pas oublier aussi une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que dans l'histoire, en fait, il y a 3 périodes, à mon avis, de la relation entre les Euro-Canadiens et les Autochtones. La première, c'est les alliances, qu'on oublie trop souvent, puis c'est la plus longue, en fait. La deuxième, c'est la soumission. Il y a eu des politiques de soumission. Ça ne veut pas dire que les Autochtones ont été complètement soumis, mais il y a eu une volonté de les soumettre. Et là, il y a une troisième période, qui est la période actuelle, qui commence depuis les années 50, c'est la volonté des Autochtones de renégocier une place à l'intérieur du Canada. Et c'est ça que je vais essayer de couvrir rapidement. Alors, les alliances, je ne sais pas si c'est la meilleure, en tout cas c'est Champlain dans sa première bataille contre les Iroquois, alliés avec les Algonquins et les Wendat, les Hurons à l'époque, mais il faut bien comprendre que le Canada s'est construit sur des alliances, c'est-à-dire que ni les Français, ni les Britanniques n'étaient assez forts pour conserver ce territoire-là. Et que, surtout dans le cas de la couronne française, jamais la couronne française, la Nouvelle-France aurait pu rester ici s'il n'avait pas eu ces alliances avec les Autochtones. Et en fait, à bien des égards, la victoire des Britanniques en 1759, c'est leur capacité à briser l'alliance qui existait, qui leur a permis de conquérir ce territoire-là. Alors cette période des alliances, elle dure à peu près donc de Champlain, 1608, là, la première alliance qui se fait à Tadoussac, puis ensuite à Québec, 1604 en fait, la première alliance avec les chefs Inuits, où Champlain les assure qu'il les aidera et les épaulera même dans leurs entreprises de guerre. Et ça, c'est la base de la relation. Et ça dure de 1608 à peu près à 1814, le traité de Gand. La fin de la fameuse guerre de 1812, là, dont on nous a rebattu les oreilles cette année. Cette guerre, c'est aussi une guerre où les Autochtones ont un rôle d'allié extrêmement important. En fait, un des leaders pendant cette guerre, ça a été Tecumseh, qui était un Indien des États-Unis,
qui s'était réfugié au Canada et qui a combattu aux côtés des Britanniques et pour les Britanniques, en fait, en grande partie, pour empêcher les Américains d'arriver ici, sur la promesse de créer un territoire indien au Canada. Ça n'a jamais été respecté. C'est ça. Et ça, c'est la fin des alliances, cette période-là, le traité de Gand, parce que c'est la fin de la période où les Britanniques ont besoin d'alliés autochtones pour se défendre des Américains. Et donc, on voit un changement dans les politiques, très très net. Et les politiques qui passent, notamment, les questions autochtones étaient du ressort du ministère de la guerre, à peu près jusqu'en 1820, et en 1820, ça passe à des ministères civils. Donc, ce n'est plus des alliés militaires, on est en train de changer. Et ce qu'on voit, en fait, la période de la soumission, c'est vraiment l'acte de l'Amérique du Nord britannique, là, 1867, dans lesquels les autochtones sont mis sous tutelle du fédéral. C'est-à-dire que les Indiens, en fait, dans le texte, c'est les sauvages et les terres réservées aux sauvages sont du ressort de la couronne fédérale. Ça va être suivi par l'acte relatif à la gestion des sauvages, qui passait en 1876. C'est le terme qui est utilisé à cette époque-là. Et ça, c'est clairement une volonté de mettre en tutelle les autochtones. Et la tutelle va être très forte, c'est-à-dire un agent indien sur la mise en réserve, les agents indiens, les pensionnats, vous les connaissez. Des mesures aussi très répressives qu'on a oubliées, là, mais jusqu'en 1951, un groupe autochtone ne pouvait pas engager un avocat, ne pouvait pas aller en cours contre le gouvernement fédéral. Ça vient en fait des Nisga'a. C'est les Nisga'a qui étaient allés voir la reine en 1912 pour lui dire que leurs terres, Nisga'a qui sont en Colombie britannique, et qui était venu dire à la reine que notre terre n'avait jamais été conquise, qu'ils voulaient se faire reconnaître des droits. La reine ne les a pas écoutés, et le gouvernement canadien leur a interdit de faire des représentations. Et donc, ça ne veut pas dire que dans toute cette période, les Autochtones se sont laissés faire. Il y a des volontés, d'ailleurs à Wendake, il y a un chef qui avait, dans les années entre les deux guerres, qui avait organisé une résistance. Donc, ce n'est pas non plus le fait que les Autochtones soient complètement soumis, mais il y a de la part du gouvernement canadien une volonté de les soumettre, de les assimiler en fait. Et ça, c'est aussi intéressant. On voit très très bien que dans les... oui, d'ailleurs, je devrais changer pour la soumission. J'en avais... Ouais, c'est ça. C'est une belle image. En tout cas, c'est une image inouïe, mais ça rend bien l'esprit de la soumission. Et donc, c'est ça. Si on lit les textes des agents des affaires indiennes, là, les superintendants des affaires indiennes, clairement, dans leur esprit, les Indiens allaient disparaître. C'était vraiment ça. On pensait qu'il fallait juste permettre un passage doux de la vie sauvage à la vie civilisée. Puis les réserves se servaient à ça. C'est vraiment dans les textes, et on pensait qu'au bout de quelques générations, il n'y en aurait plus d'Indiens et qu'il n'y aurait plus de problème. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une première chose, d'une part, à mon avis, à part d'une erreur politique, on a mis les gens en réserve. Mettre des gens en réserve, c'est les mettre à part. Les mettre à part, ce n'est pas très bon pour les intégrer. Alors, en un sens, ça a maintenu une identité autochtone forte sur les réserves. Mais ça cause aussi beaucoup de problèmes. Alors, suite à ces politiques, finalement, dans les années 50, le fédéral a dû revenir en arrière. La loi sur les Indiens a été amendée en grande part. On a enlevé toutes les questions. On a permis l'élection des conseils de bande. Les agents indiens ont été enlevés. Les Indiens ont eu le droit, je dis indien parce que dans la loi, c'est indien. Hein, c'est toujours indien. Dans la Constitution, c'est toujours indien qui est utilisé. Et donc, dans cette période-là, il y a vraiment eu c'est ça, le gouvernement fédéral n'a pas pu maintenir, dans une période de reconnaissance des droits de l'homme aux Nations Unies, une loi aussi répressive. Et donc, il y a eu des changements dans la loi. Et ces changements dans la loi, ça a permis une renaissance, en fait, de l'activisme autochtone. Et c'est la troisième période que je vais couvrir rapidement, que j'appelle négocier sa place. C'est-à-dire qu'après la soumission, les Autochtones ont décidé de se retrouver une place. Alors, les moyens, vous les voyez, ça a été les tribunaux, énormément. Et ça a été très intense. Il y a eu énormément de décisions de la Cour suprême qui ont permis une certaine reconnaissance. Les négociations constitutionnelles. Le Québec a l'impression d'avoir perdu ou a perdu dans la repassement de la Constitution. Les Autochtones ont gagné la reconnaissance avec l'article 35.1 qui reconnaît les droits ancestraux des Autochtones, qui reconnaît les trois peuples autochtones aussi. Donc ça, ça a permis de retrouver sa place. Donc les négociations constitutionnelles, aussi l'activisme, les barrages. Ça a toujours fait partie de l'activisme autochtone et ça a toujours existé. Mais en même temps, c'est une période qui est quand même marquée par
la naissance d'associations autochtones nationales chez les Inuits, chez l'Association des Indiens du Québec, dont M. Gros-Louis était président. Ça a permis la montée donc d'une action concertée, d'une action politique, mais qui s'est passée surtout au niveau du leadership. Ça a été la négociation avec les gouvernements. Et la population autochtone n'a pas été inclue dans ces négociations. C'est une période qui a duré extrêmement longtemps, là, donc, qui finit avec Charlottetown, l'entente de Charlottetown, l'accord de Charlottetown en 92, où on avait finalement eu un accord entre le Québec, les provinces canadiennes, le fédéral et les représentants des associations autochtones. Ce qui est intéressant, c'est que l'entente de Charlottetown, elle a été refusée par les Canadiens, mais elle a été refusée par les Autochtones aussi. Et ça, c'est un élément qu'on oublie. Et ça marque un peu peut-être l'apparition de quelque chose qui va devenir Idle No More. Là, c'est une espèce de montée de la base autochtone qui trouve que tout ce qu'on propose, les traités, et ça c'est l'autre... vous voyez, ça c'est la carte des traités qui ont été signés. Là, vous les voyez, 90% des traités sont dans le Nord. C'est pas pour rien, là, je vous ai montré la carte où il y a la majorité des Autochtones, ben, c'est là. Les traités sont signés où il y a une majorité autochtone. Dans le Sud, c'est beaucoup plus difficile. Les Autochtones sont minoritaires. Il y a quelques cas en Colombie-Britannique, la Tuanan-Sen qui a été signée récemment, les Seychelles, les Nijga, mais c'est les 3 seuls groupes du Sud qui ont vraiment signé un traité. Et les traités, ben, ça c'est une chose, je travaille un peu là-dessus, on s'aperçoit qu'on se pose une question, est-ce qu'un traité, ça améliore la vie des Autochtones? On s'aperçoit que dans la plupart des traités, il n'y a pas vraiment de différence entre les Indiens sous traités modernes, ou les Inuits, parce que c'est souvent des Inuits aussi, là, et le reste de la population. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur la question des traités. Et on voit vraiment un mécontentement dans les communautés. On l'a vu chez les Inuits au Nunavik, là, il y avait un projet de gouvernement régional du Nunavik, là, dans lequel j'étais impliqué d'ailleurs, mais qui a été refusé par la population dans un référendum. Les jeunes ont trouvé qu'il n'y en avait pas assez, que c'est pas un gouvernement régional qui allait résoudre leurs problèmes, et ça, c'est quelque chose qui c'est beaucoup lié, à mon avis, à Idle No More. C'est véritablement, on sent dans les communautés autochtones, surtout chez les jeunes, je travaille beaucoup avec des jeunes, c'est vraiment un désillusionnement par rapport à leurs aînés, aux négociations, aux traités et à tout cela, et que finalement, il y a un rejet extrêmement important, et il y a une volonté d'une reconnaissance, mais de se reprendre en main aussi. Là-dedans. Donc, bah, je conclurai là-dessus parce que je veux pas leur place, comme je l'ai dit, je vais laisser les autres invités à en parler. Ouais, je vais mettre ma dernière. Ça prend une introduction pour M. Gros-Louis. Aussi sur quelle est la place des Autochtones et comment on peut penser leur place. Je vous le laisse lire, ça fera une bonne conclusion. Merci. On y reviendra. Alors, M. Rodon, merci. Alors, vos propos nous amènent directement à l'expérience de Idle No More, à laquelle Widia Larivière, notre prochaine conférencière, fera évidemment plus qu'allusion. Widia Larivière, s'il vous plaît, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici, d'autant plus que j'ai moi-même fait mes études ici à l'Université Laval. J'ai grandi à Québec, donc ça me fait toujours plaisir de revenir à Québec. Puis, quand je faisais mes études à l'Université Laval, je m'aurais jamais attendu à faire un jour une présentation dans l'amphithéâtre Hydro-Québec. Donc, c'est drôle pour moi d'être ici. C'est ça, j'ai beaucoup été impliquée, en fait, malgré moi, dans le mouvement Idle No More. Ça a pris des proportions auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, j'ai été embarquée dans ce tourbillon-là, Idle No More. Puis, en fait, je vais vous parler un peu de mes implications au sein du mouvement, puis comment mon expérience m'a fait réaliser aussi un peu la place des femmes, la place des jeunes autochtones dans la société, puis aussi la place des Autochtones en général, mais aussi la méconnaissance qui existe toujours entre les peuples autochtones puis le reste de la population. Donc, juste pour décrire rapidement le mouvement pour ceux, bon, vous en avez sûrement entendu parler dans les nouvelles, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion par rapport aux revendications, par exemple. Donc, juste pour expliquer rapidement, Idle No More a débuté en Saskatchewan avec 4 femmes, 2 femmes autochtones et 2 non-autochtones qui sont des avocates, puis qui ont réalisé des projets de loi, que les projets de loi C-45 et C-38 allaient avoir des impacts importants sur les peuples autochtones puis leur territoire.
Puis, c'est ça, C45, C38, c'est des lois omnibus de 450 pages que même les députés à la Chambre des communes, en fait, les députés de l'opposition se sont dit, ils avaient dit que c'était tellement compliqué à analyser. Donc, imaginez donc pour nous, la population, comment ça peut être d'analyser ces lois-là. Donc, vraiment, ces femmes-là ont analysé ces projets de loi, puis ont commencé à faire des ateliers de sensibilisation sur les impacts de ces lois-là. Puis, en fait, l'effet d'entraînement aussi a entraîné toute la vague de manifestations qu'il y a eu par la suite. Puis, je dirais que, c'est ça, on entend souvent parler de... C'est ça, la C45 et C38, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, je dirais. Mais je décrirais vraiment le mouvement I Don't Know More comme un cri du cœur des peuples autochtones. C'est vraiment plus large que seulement C45 et C38. Mais C45 et C38, puis toutes les autres politiques fédérales du gouvernement conservateur sont vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Puis pour ce qui est des impacts, très rapidement, ça va avoir des impacts importants sur l'environnement, par exemple sur... oui, excusez-moi, mes cheveux. Comme le micro. Ça va avoir des impacts sur l'environnement, sur la protection des lacs et des rivières. Donc, ça enlève la protection à des millions de lacs et de rivières à travers le Canada, ce qui est totalement inacceptable en considérant qu'il y a des communautés autochtones aujourd'hui qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Ça diminue aussi, en fait, ça vient affecter les évaluations environnementales, puis ça va diminuer la participation des peuples autochtones dans ces évaluations-là, puis aussi les consultations publiques. Ça a des impacts sur la démocratie au sein des communautés parce que, premièrement, ça modifie la loi sur les Indiens, puis ça va diminuer le pourcentage qui est requis pour voter. En fait, quand il y a des votes visant à permettre l'allocation de terres sur les réserves. Puis, il n'y a pas seulement C45 et C38, il y a une autre série de projets de loi qui arrivent, qui vont arriver, qui s'en viennent. Par exemple, la loi sur la transparence financière qui a la supposition raciste que tous les dirigeants autochtones sont plus à risque d'être corrompus que le reste de la population. Donc, ça, c'est pas seulement C45 et C38, il y a une autre série de projets de loi. Mais au-delà de ces impacts-là, ce qu'on dénonce vraiment, c'est la non-consultation du gouvernement face au peuple autochtone. En fait, ce qui nous a frappé particulièrement, moi puis Mélissa, l'autre co-instigatrice du mouvement au Québec, c'est le 4 décembre 2012, quand les chefs autochtones étaient devant la Chambre des communes. C'est pendant que la loi C45, les députés débattaient sur la loi C45, puis les chefs autochtones ont essayé de rentrer dans la Chambre des communes pour parler de leurs préoccupations face à cette loi-là, puis ont été refusés à l'entrée. Puis, nous, en tout cas, les gens de la base, imaginez, nos propres chefs ne sont même pas écoutés, donc imaginez comment on sent, nous, en bas de tout ça, là, en dessous de tout ça. Fait que c'est vraiment un aspect qui vient... qui nous a choqués. Puis, ah oui, j'ai oublié de mentionner tantôt avec la loi sur la transparence financière, c'est durant le mouvement I Don't Know More, le gouvernement a sorti, il y avait Teresa Spence aussi qui faisait sa grève de la faim, puis il avait essayé de justifier, en tout cas, cette loi-là en discréditant le mouvement, puis aussi en créant le scandale sur la mauvaise gestion dans les communautés. Donc, pour faire aussi la chronologie des événements, le 10 décembre, il y a eu la première vague de manifestations à travers le Canada, mais il n'y avait rien encore qui se passait au Québec. Puis j'expliquerai ça, je crois que c'est principalement à cause de la barrière linguistique, parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui sont francophones, parlent leur langue autochtone francophone, mais qui ne parlent pas nécessairement anglais, puis les informations qui se trouvent sur le site officiel de I Don't Know More sont en anglais. Donc, puis, le 11 décembre, il y a eu la grève, le déclenchement de la grève de la faim
par Teresa Spence. Fait que nous, en voyant ça, toute cette première vague de manifestations à travers le Canada, ça passait dans les nouvelles. Ensuite, Teresa Spence qui commence à grève de la faim, mais qu'il n'y avait encore rien qui se passait au Québec. On trouvait ça complètement absurde. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la branche québécoise du mouvement dans les médias sociaux, justement pour rendre disponible l'information en français, puis aussi pour commencer à mobiliser les gens dans la province du Québec. Donc, on a organisé la première manifestation le 21 décembre 2012. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde qui était supposément annoncée par les Mayas, contrairement à ce que les gens croyaient. Puis, c'est ça, en fait, on a lancé l'appel à la manifestation 21 décembre, donc on a réussi aussi à mobiliser d'autres villes à travers le Québec. Donc, il n'y avait pas juste à Montréal, il y avait aussi ici à Québec quand même une assez grosse mobilisation. Mastoyache, Val-d'Or, Sept-Îles, donc c'était vraiment une mobilisation aussi à travers le Québec. Nous, à notre première manifestation, on ne s'attendait pas à un si grand engouement. On pensait qu'il y aurait peut-être une dizaine de personnes, puis finalement, on a terminé avec environ 500 personnes. Donc, de réussir à gérer ça. Puis, on avait aussi l'appui spontané de différents organismes. Il y avait Femmes autochtones du Québec, Amnesty International, l'Assemblée des chefs du Québec, puis la Fédération des femmes du Québec qui nous appuyait déjà dès le début. Donc, on a continué les actions. 24 et 28 décembre, il y avait des flash mobs de danse traditionnelle, là, les round dance que vous avez sûrement vu aussi sur YouTube ou dans les nouvelles. Puis ensuite, on a lancé la plume rouge comme symbole du mouvement, ce qui a commencé à attirer aussi l'attention un peu des médias, en tout cas à Montréal notamment. Puis, c'est ça, au Québec aussi, il y a 6 jeunes cris de Wapmagoostui qui ont décidé d'enclencher une marche aussi de 800 km. Donc, en ce moment, ils sont toujours en train de marcher, c'est ça, de Wapmagoostui à Ottawa. Ils sont rendus, je pense, au coin de Lac-Simon en ce moment. Puis ça continue, la tempête médiatique, peut-être pas duré, mais le 10 décembre, il y avait d'autres manifestations, donc une marche encore à Montréal. Donc le mouvement, même si on entend de moins en moins parler dans les médias traditionnels, ça continue à grandir, puis la mobilisation continue vraiment sur le terrain. Puis si j'aurais 3 constats à faire à travers mon expérience dans I Don't Know More, c'est premièrement la place centrale que les femmes occupent dans le mouvement, puis je vais expliquer comment j'explique ça. Il y a aussi l'empowerment des jeunes à travers les jeunes qui reprennent leur place, puis aussi l'urgence d'établir un dialogue puis de meilleures relations entre Autochtones puis non-Autochtones. Je vais parler rapidement des jeunes. Je pense que ma génération, on est celle, on vit les impacts intergénérationnels des pensionnats. Donc, on n'est pas allé dans les pensionnats, mais on en vit les impacts, notamment au niveau social, mais aussi au niveau identitaire. Souvent, on ne parle pas la langue autochtone à cause de ça, parce que nos grands-parents sont allés dans les pensionnats. On vit aussi souvent une crise d'identité face à ce rouleau compresseur de la colonisation, puis de l'Occident. Puis, je pense que c'est ça, les jeunes font aussi beaucoup preuve de résistance par rapport à ce rouleau compresseur-là. Puis, il y a de plus en plus de jeunes qui sont engagés socialement puis artistiquement aussi. Puis, tantôt, je parlais aussi de la marche de 800 km qui a été faite par les jeunes de Wapmagoostui puis qui vont jusqu'à Ottawa pour dénoncer les politiques fédérales conservatrices du gouvernement Harper, mais qu'à travers cette action-là aussi vont se rapprocher, disent, du mode de vie de leurs ancêtres. Donc, c'est comme un cheminement identitaire en même temps. C'est ça, je pense qu'il me reste plus de temps. Mais, donc, je vais couper un peu. Je pense que I Don't Know More, ça vient démontrer aussi qu'il y a une urgence. Les gens ont beaucoup été confus en écoutant les nouvelles, ne comprenaient pas vraiment les revendications liées aux questions autochtones.
Donc, ça a démontré qu'il y avait vraiment encore une méconnaissance par rapport à ça. Pour ce qui est des résultats, c'est sûr qu'on n'a pas encore réussi à faire abolir C45 et C38, mais au moins à travers le processus, on réussit quand même à engager un dialogue avec les non-autochtones parce que, premièrement, au-delà des gens qui sont sympathiques à la cause autochtone, il y en a plusieurs aussi qui se sont rendus compte que les impacts, ça vient aussi les toucher directement, notamment au niveau environnemental, puis au niveau des valeurs démocratiques qu'on a. Donc, vraiment, ça touche tout le monde, puis ça nous a permis aussi de faire de la sensibilisation. Il y a de plus en plus de demandes de présentation, puis de gens c'est venu attirer, je dirais, la curiosité des gens, puis l'imaginaire des gens. Donc, c'est ça, à travers I Don't Know More, on n'a pas réussi à faire changer les lois du gouvernement, mais je pense que si on peut voir un effet positif, c'est justement le rapprochement que ça fait aussi entre Autochtones et non-Autochtones. On a convergé certaines luttes, puis tant mieux, parce que c'est certain qu'on ne peut pas continuer à s'ignorer pour les 500 prochaines années. Puis, sur ça, je vais terminer. Merci. Merci beaucoup, Wydia Larivière. Et on va maintenant entendre M. Max Gros-Louis. Monsieur Gros-Louis, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je commence habituellement avec une petite prière, si vous permettez. On n'est pas à Chicoutimi, mais un peu... Alors, chaque jour est une journée différente et nous devons remercier le Créateur de nous l'avoir donné. Eh bien, vous allez voir un peu la différence que je vais vous présenter entre les deux premières personnes, parce que, ayant 82 ans et n'ayant pas eu le droit de m'instruire comme ces gens-là ont pu le faire, je vais vous parler tout simplement comme on parle sans instruction. La première des choses, c'est que quand on dit bonne instruction, c'est parce que dans cette loi qu'on appelait la loi sur les sauvages, ça c'est un livre qui est très rare, qu'on ne retrouve plus. Et le seul moyen de l'avoir, c'est d'avoir un ami au gouvernement fédéral qui peut vous le donner, ou vous passez dans les bureaux puis vous le volez. J'ai pas d'amis au gouvernement fédéral. Alors que ça s'appelle, c'est une loi passée en 1876 qui s'appelle « Acte pour amender et refondre les lois concernant les sauvages ». Alors les sauvages, chez nous, bien entendu, quand ils sont arrivés ici, on les a laissés faire, on n'aurait peut-être pas dû. Et en passant, s'il n'y avait pas eu de nous, les Canadiens français surtout, il n'y aurait personne à prier parce que c'est nous autres qui leur avons fourni les saints martyrs canadiens. Avec la recette du barbecue en même temps. Alors, mais dans cette loi, c'est terrible. Cette loi que les gens ont fait mention ici, cette loi est vraiment un génocide bien planifié pour faire disparaître les Premières Nations. Et alors, dans cette loi, on dit aussi que c'est défendu à un Indien d'aller à l'école. Aller jusqu'en 1954, c'était défendu. Alors, en 1954, j'avais déjà commencé à l'école et j'ai été obligé d'arrêter parce que j'aimais mieux garder mon statut d'Indien que de le perdre. C'était vraiment défendu à un Indien d'aller à l'école. C'était aussi défendu à un Indien d'être docteur. Tout degré d'université d'enseignement était défendu. Et ça a été bon comme ça a continué comme ça jusqu'en 1954. Dans cette même loi, c'était aussi défendu de voter, alors qu'on a offert le droit de vote aux Premières Nations après l'avoir offert aux femmes.
je ne suis pas jaloux que les femmes aient pu voter avant nous autres, parce que moi, jamais je ne vote ni au Canada, ni au Québec. Pour moi, je ne suis pas Canadien, je ne suis pas Québécois. Je suis Huron. Parce que les Québécois ou les Canadiens, quand il y a des élections chez les Hurons, ils ne viennent pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Hurons. Alors moi, je ne me sens pas Canadien, je ne me sens pas Québécois. Alors jamais je ne vais voter à ces élections. C'était aussi défendu d'entrer ou de boire de l'alcool. C'était défendu à un Indien, on va dire les Indiens, parce qu'on est sous la loi sur les Indiens. C'était défendu à un Indien, il n'y a pas très longtemps encore, d'entrer dans un restaurant où ils vendaient de la boisson, de l'alcool. C'était même défendu d'entrer là. Alors, je fais toujours une face, vous savez pourquoi? C'était défendu aux Indiens de boire, c'est parce que quand ils venaient sous, ils venaient quasiment aussi fous qu'un Canadien. Alors, on leur a défendu de boire. Il y a une chose que je voudrais vous dire ici, je vous entends parler d'Autochtones depuis qu'on est arrivé ici. Eh bien, il faut faire une grande différence entre les Autochtones et les Indiens, ou les Autochtones et les Premières Nations. Parce que les Autochtones, comme on les décrit, on mêle tout ça ensemble, et c'est pas vrai. Les Inuits ne sont pas sur la loi sur les Indiens, et les Métis ne sont pas sur la loi sur les Indiens. Alors, seules les Premières Nations sont soumises à la loi sur les Indiens. Alors, c'est là il y avait une différence tout à l'heure quand je vous ai dit que les Indiens n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Mais, par contre, il y avait mes cousins qui, leur mère était indienne, mais avait perdu son statut quand elle a marié un non-indien. Eux avaient le droit d'y aller. Mais on les considérait comme des Hurons, ils étaient sur la réserve avec nous, mais eux allaient à l'école, eux pouvaient aller boire une bière, eux pouvaient faire toutes sortes de choses, mais nous, on n'avait pas le droit. Alors, et encore aujourd'hui, cette différence existe encore quand même. Et pourquoi? C'est parce que ce sont des immigrants qui sont ici illégalement, qu'ils n'ont pas le droit de légiférer. Ils ne devraient pas avoir le droit de légiférer sur les Premières Nations. Moi, le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement d'immigrants pour moi. Et je leur ai dit, ne devraient pas avoir le droit de légiférer sur les Premières Nations. C'est eux qui décident qui est Huron et qui ne l'est pas. Ça devrait être chaque Première Nation qui se fait un code d'appartenance, pas choisir un par un puis dire lui il est beau, lui il est fin, lui il est avec moi, lui il vote pour moi. Non, non. Faire un vrai code de démographie, un vrai code d'appartenance, et ça devrait être chaque nation qui définit qui fait partie de sa nation. Oui, il y a quelques années, on était tout éparpillés et personne ne savait ce qui se passait, personne n'avait aucune autorité. Les chefs étaient soumis justement à l'agent qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est l'agent qui décidait et c'est l'agent qui faisait tout sur la réserve, alors on n'avait aucune autorité. Alors on a décidé de former l'Association des Indiens du Québec et des Inuits en même temps. Après ça, c'est devenu l'Association de National Indian Brotherhood qui, après ça, sont devenus l'Assemblée des Premières Nations du Québec et l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Et bien entendu, ces assemblées des Premières Nations, c'est seulement les Premières Nations présentement qui ont le droit d'en faire partie. C'est les gens statués. Parce que les Premières Nations sont statuées selon le gouvernement du Canada et les autres, qui sont métis ou qui devraient peut-être être indiens qui ne sont pas enregistrés, n'ont pas le droit encore d'en faire partie. Et souvent, eh bien, ça crée des méchants problèmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nos cousins ou nos cousines qui, eux, avaient des droits et nous autres, on ne les avait pas, ou maintenant, on a des droits et eux autres ne l'ont pas.
comme nous, les Indiens statués peuvent aller chasser ou pêcher le printemps, aller chasser les oies blancs. On peut y aller sur l'eau, à l'eau. Tandis que les Autochtones n'ont pas le droit d'y aller. Et ça, c'est difficile à comprendre, je pense, pour les gens. D'ailleurs, la méconnaissance des gens en général fait que c'est vraiment cruel pour les Premières Nations parce que c'est toujours quelque chose de négatif qu'on voit. Toujours quelque chose de négatif. Et quand les Premières Nations ou les Autochtones font quelque chose, et ces maudits sauvages-là, on aurait dû tout tuer ça tout de suite en arrivant. Mais oui, ils nous ont laissé là, qu'ils nous endurent. Et puis là, on est dur à endurer des fois. Alors, une des bonnes choses qui nous est arrivée, c'est d'être reconnu dans la Constitution par l'article 35.1. Ça a été toute une bataille de pouvoir entrer dans cette Constitution. Et définitivement, je dois vous dire, d'aller voir M. Trudeau lui-même et de lui dire, M. Trudeau, qu'est-ce que vous connaissez des Indiens, là? Parce qu'il disait toujours, dans 7 ans, tout le monde va être sur le même pied. Il dit, bon, pas fini, mon petit gars. S'expliquer avec. Et en fin de compte, on est venu à bout de faire reconnaître que les Indiens avaient des droits dans la Constitution, et c'est sur ça maintenant qu'on se bat. Et comme je dis souvent, c'est que des droits, ça se gagne, et après, faut les défendre. Et il y a quand même toujours dans la tête des non-Indiens quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que les Hurons et les Iroquois sont de la même famille et qu'il ne faut pas oublier que c'était une société matriarcale. Et c'était les femmes qui choisissaient les chefs, c'était les femmes qui faisaient la politique chez nous. Et on leur a défendu, justement, c'est encore le gouvernement qui est venu défendre ces lois. Et on a perdu. Vous savez, les femmes, pour nous, c'est pas parce que vous êtes aux côtés de moi, puis vous êtes jolies, là, puis... Mais en perdant nos femmes, on a perdu notre culture, on a perdu notre langue, on a presque tout perdu. Vous savez, la femme est au foyer. La femme s'occupe des enfants. La femme élève les enfants. La femme donne la culture. La femme donne la langue. Et sans ces femmes, eh bien, je ne veux pas dire que nos femmes canadiennes qu'on a mariées, qui sont devenues indiennes, par la loi sur les Indiens, ont été mauvaises. Non. Mais n'avaient pas cette culture que nos femmes indiennes avaient. Et dans cette loi, eh bien, on a fait perdre beaucoup. Et en plus, ces femmes, quand ils se mariaient, perdaient leur statut et les enfants n'étaient pas indiens. Et j'ai vu souvent, parce que j'ai travaillé dans plusieurs réserves indiennes à travers le Canada et même à travers le monde entier, j'ai vu et à travers les cris, tiens, c'est pas loin, les cris ici dans le Nord, arriver dans des villages que les enfants ou les gens ne parlaient pas un mot de français ni d'anglais, mais ils n'avaient pas le droit d'être indiens. Ils n'avaient pas le droit d'être cris. Ils n'avaient pas le droit. Mais c'était quand même terrible. C'était terrible. Et ça a créé toutes sortes de problèmes. Et, nos problèmes aujourd'hui, pourquoi on est dans une situation semblable? Où est la place des Premières Nations ou des Autochtones aujourd'hui? C'est que cette maudite loi qui a été faite pour nous tuer est encore là. Et si bien entendu, la plupart des Premières Nations ne veulent pas la faire partir au complet, mais on devrait enlever ce qu'il y a de pas bon et de demander aux Premières Nations, OK, vous voulez qu'on ait une loi
sur les Premières Nations, on va en faire une, mais on va y participer, bon, on va la construire ensemble. Ben, je vais vous laisser du temps pour les autres. Si vous avez des questions posées après, eh bien, je serai prêt à répondre. Et encore une fois, merci de m'avoir donné l'occasion de revenir en arrière surtout. Merci. Merci. Monsieur Fontaine, je vous invite à conclure cette première tournée, donc voilà, avec vos propos. Bonsoir. Kwei Kwei. Hi. Salam alaikum. Mon exposé s'intitule « D'avant-hier à aujourd'hui ». Donc, parce que pour parler des Inuits, de la nation Innu, dont je fais partie, je suis Innu, je ne suis pas de descendance Innu, je suis Innu. Il faut faire un retour dans l'histoire, dans le temps. Donc, je fais une parallèle entre la nation Innu et mon cheminement personnel. Quand je parle d'avant-hier à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est étant le 16 mars 2013, hier étant les années 1600, 1650, et avant-hier, il y a 9000 ans. Voilà 12 000 ans, il y a eu la déglaciation. La glaciation s'est terminée. À cette époque-là, il y avait des mastodontes, des animaux géants. Et par la suite, j'ai appris que ces animaux-là faisaient partie de nos légendes. Il y avait le castor géant, il y avait l'orignal géant, mouche, caribou géant, papagassic, le lièvre géant, mouche. Il y avait l'ours géant, kachitouche, et l'ogre, un ogre géant, Chen, un cannibale. Et ces animaux géants étaient dans notre conception animiste des frères aînés des caribous ordinaires, des orignaux ordinaires, étant donné que ces animaux-là étaient géants. Mais mon oncle m'a raconté ces histoires-là. Dans ces légendes, il y avait toujours des castors géants ou des ours géants. Et un jour, j'ai vu dans une émission à Radio-Canada, ça s'appelait Découverte. Justement, ils ont découvert un crâne géant de castor qui était aussi grand qu'une tête de bœuf. Donc, je me suis dit, ils ont existé vraiment, ces animaux-là, et j'ai fait des recherches, puis oui, ils ont vraiment existé. Et probablement qu'on les a côtoyés, c'est pour ça qu'ils font partie de nos légendes. Et aussi, il y a l'occupation territoriale de la Côte-Nord. À Grande-Bergeronne, non loin, à Cap-du-Bon-Désir, non loin de Grande-Bergeronne, il y a des découvertes archéologiques qui ont été faites par un archéologue, Michel Plourde. Il a découvert un artefact qui date de 9000 ans. C'est un des plus vieux preuves de l'occupation territoriale sur la Côte-Nord. Et il y avait aussi des échanges entre les nations algonquiennes, les Atikamekw, les Micmacs, les Malécites, les Inuits, les Naskapis, et avec les Iroquoiens, les Hurons entre autres, les Mohawks, les Agniers. Donc à cette époque-là, il y avait déjà des échanges de maïs, des échanges d'écorce pour faire des habitations, la viande contre des pointes de flèches, de la poterie. Ils ont découvert de la poterie iroquoienne sur la Basse-Côte-Nord aussi. Et il y a eu la période hier, 1600, 550. Je dis hier parce que quand on parle de la ville de Québec, qui a 400 ans, on dit que c'est une ville très jeune. Donc 400 ans, c'est pas si loin que ça. C'est quasiment hier. C'est là qu'il y a eu les premiers contacts entre les arrivants. Les Vikings, les Portugais, les Français, les Anglais, les pêcheurs en fait de cas. Les Basques. Et il y a eu aussi des échanges. Des échanges des contenants en écorce contre des chaudrons en fonte, des fourrures contre des perles, des couteaux, des hameçons, des haches, des couvertures des vêtements. Et il y a eu aussi contact avec des nouvelles religions, le catholicisme, le protestantisme pour l'abbé James. Et il y a eu l'animisme a commencé à s'effriter parce qu'on pratiquait l'animisme. Le mot animisme vient du mot anima qui veut dire âme ou bien esprit.
Donc, les Inuits croyaient que dans chaque animal, dans chaque plante, dans l'air qu'on respire, dans l'eau, dans les roches, il y avait un esprit. Dans chacun de ces objets-là, il y avait des esprits. C'est pour ça qu'on était des animistes. Mais par contre, l'animisme revient faire un retour. Il y a des temps d'assuer sur les communautés. Juste à Maliotenam ou à Had-Maliotenam, j'en ai compté à un moment donné une quinzaine. Donc, les gens font un retour vers les pratiques traditionnelles de l'animisme, la tente tremblante également, parce qu'ils en font aussi déjà. Et j'ai entendu à un moment donné un curé faire un commentaire. Il comparait la tente à suer, le sauna, et les églises. Il disait, dans les églises, il y a de moins en moins de monde, tandis que dans la tente à suer, il y a de plus en plus d'Indiens qui fréquentent ces rituels-là. Il l'avait remarqué lui-même. Mais il n'a pas participé au rituel, il a assisté, mais pas participé. Ce qui arrive, là, une langue peut se perdre en une génération. Les parents qui ne parlent pas à leurs enfants en Innu, cet enfant-là ne parlera pas Innu. Et il ne parle pas plus à ses enfants en Innu. Et voilà, une autre langue de perdu. Ça prend une génération. Et il y a l'école aussi qui est devenue obligatoire dans les années 60. Il y a aussi, ça a changé bien des choses. C'est de cette façon-là que je vois comment ma nation Innu a vécu depuis les 9000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je le dirai en conclusion, comment je vois ça, la relation qu'il y a entre les nations Innu et les non-autochtones. Maintenant, je voulais en venir à mon cheminement personnel. Aujourd'hui, c'est le 6 mars. Hier, c'est quand j'avais mes 13 ans. Quand j'ai sorti du bois pour aller à l'école. Quand j'ai rencontré la première fois les Blancs en dehors de la réserve. Et avant-hier, c'est de ma naissance jusqu'à 13 ans. C'est une période que je n'oublierai jamais. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai été élevé dans le bois. On montait dans le bois fin août et on revenait fin mai. Ça a été de même pendant les 13 premières années de ma vie. L'école n'était pas obligatoire. Puis à chaque fois qu'on se préparait à la mi-août, j'avais déjà hâte d'être dans le bois. Puis c'est la meilleure période de ma vie, malgré qu'aujourd'hui, je peux prétendre être heureux, mais ça battra. On parle d'enfance, mais ce n'est pas mon enfance que je parle, c'est le lieu que j'ai fréquenté. J'aurais pu avoir 50 ans, puis le lieu aurait été toujours... C'est le paradis sur terre dans le bois. C'est pas plus compliqué. Donc, le fait d'avoir connu la forêt m'a rapproché un peu de ma nation Innu avant le contact des premiers arrivants. Donc, j'ai vu un peu, beaucoup, comment ils vivaient à l'époque. Et après, il y a eu la période, quand j'ai eu mes 13 ans, l'école est devenue obligatoire. Mon père est décédé. Notre territoire a été inondé par le barrage de Manictoire et on m'a envoyé au pensionnat. Ma mère étant devenue veuve, ma mère avait à ce moment-là 13 enfants. Elle en a eu 17 en tout. Donc, on m'a envoyé au pensionnat avec... on était 5-6 de ma famille qui a été au pensionnat. J'ai été 6 ans au pensionnat. J'ai subi des sévices physiques. Pas sexuels. Je suis bien content de ça, mais je connais beaucoup de mes amis qui ont subi des sévices sexuels. Puis ce que je déplore aujourd'hui, c'est que les curés, parce que je pense que dans l'entente, les Indiens signaient un papier comme quoi il y avait un désistement pour aller en cours. Puis ces gens-là se promènent aujourd'hui librement. Dernièrement, il y a un curé à Maliotenam qui était toujours là en poste. Là, il est parti, ça fait 1 an. L'autre curé, il était parti avec une Indienne Maliotenam. Il reste ici en ville, librement, il se promène. Il doit s'en foutre un peu pas mal. L'autre jour, j'ai vu un frère galant à Pointe-Bleue qui a tout renié en bloc. Il dit « Les Indiens inventent des histoires ». Puis plusieurs Indiens l'ont accusé d'avoir abusé d'eux autres. Donc, c'est ça.
Moi, je peux dire que, étant donné que mes parents étaient des gens qui vivaient dans le bois, mon père était chasseur-trappeur. À tous les ans, on y allait fin août. Je suis né au mois de juin, donc j'ai été conçu au mois de septembre. J'ai été conçu dans le bois. Ça va s'être pris. Je ne sais pas où exactement. Et étant donné que sur les communautés, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'hôpital, je suis né à Bécomo, en ville, comme la plupart des Indiens de Baie-Saint-Michel. Encore là aujourd'hui. C'est toujours à l'extérieur de la réserve. Donc, ces périodes-là que je parle, là, vers l'âge de 13 ans, c'est là qu'il y a eu un changement. J'ai été au pensionnat 6 ans, je suis sorti de là, magané un peu. Hein, regarde, on venait de me sortir de la forêt, puis on me parochait dans un pensionnat, un milieu que je ne connais pas. Un milieu où je dois obéir, un milieu où je ne dois pas parler ma langue. Un milieu où on me coupe les cheveux à une bolle sur la tête, un milieu où tout le monde est habillé pareil. Un peu plus, on se serait cru dans un goulag. C'est à peu près ça, ça rapproche, parce qu'il y avait de la misère noire là-dedans. J'en ai vu des enfants, moi aussi, se faire abuser. J'en ai entendu du monde parler qui ont été abusés. Donc, à partir de là, quand je suis sorti du pensionnat, pas longtemps après, je me suis marié. Puis pas longtemps après, j'ai eu un enfant. Moi, j'ai eu ma fille, moi, j'avais 20 ans. 9 mois plus tard, j'étais séparé. Ma vie était instable, là, parce que je venais de traverser, c'est pas au cours seulement du pensionnat, parce qu'on m'a sorti du bois, on m'a obligé d'aller à l'école, on m'a séparé de mes parents, mon père venait de mourir, le territoire inondé, en tout cas, tout ça, tout de même si j'avais 13 ou 14 ans, c'est venu me chercher. Et j'ai eu des problèmes de boisson. J'ai laissé ma conjointe, mon enfant, ma fille. J'ai eu un problème de boisson de 20 à 25 ans. C'est là que j'ai décidé d'aller rester en ville à 26 ans. Pour la première fois, j'allais rester en ville, ici à Québec. J'aimais plus ou moins ça. Parce que sur la réserve, tout le monde te dit bonjour. Ici, personne ne te dit bonjour. C'est ce qu'il y a. Tu passes à la rue, là, il n'y a personne. Tu dis bonjour à quelqu'un, il dit « Qu'est-ce que tu veux, là? » Il se sent agressé. Encore 2 minutes? Oh, ce ne sera pas là, c'est quasiment fini. Et après ça, j'ai retourné... Ah oui, j'ai eu une tentative de suicide à 26 ans. Retour à l'école. J'ai fait ma maîtrise ici, à l'Université Laval, en 2004. Maîtrise sur les rites et rituels, justement. J'ai fait de l'écriture, j'ai travaillé à la télévision pour des scénarios, des émissions pour enfants. Et je me suis marié à nouveau. Ça va faire 10 ans que je suis marié. Ça va faire 19 ans que je reste avec la même femme. C'est signe de stabilité, ça. C'est toujours encourageant. Et mon souhait, c'était de voir... J'aimerais bien qu'il y ait un monde sans religion. Sans religion, mais vivant sous le même code de vie, le même code moral. Parce que moi, je me dis, j'ai déjà vendu mon âme une première fois là, à la religion catholique. Je ne voudrais pas le vendre une deuxième fois au système capitaliste. Le système capitaliste qui veut que tout augmente constamment. Le loyer, la nourriture, le vêtement. Il faudrait que je me vende à ça maintenant. J'ai bien de la misère. Les Indiens en réserve, tout comme moi, ont subi l'indifférence dans les villes. Il n'y a pas de convivialité dans les villes. Il y a presque de l'indifférence. Je me suis intégré à la ville, mais je ne serai jamais assimilé. C'est impossible. Puis on ne peut plus monter dans le bois parce qu'il faut bien travailler. Hein. De toute façon, il y a trop de chalets, trop de pourvoiries, trop de barrages, trop de camps de chasse, trop de coupes forestières. Bientôt, il y aura trop d'exploitation minière. En conclusion, l'école, c'est une bonne chose, mais il y a un taux d'échec tellement élevé chez nous. Là. Je me demande des fois si... C'est pas l'école le problème. C'est ceux qui sont à l'école, c'est leurs parents qui ne les encouragent pas, qui sont alcooliques eux autres mêmes. Je vais vous lire un extrait des Jésuites qui date de 1636, écrit, c'est un dialogue entre le père le jeune jésuite et un chef Innu, Manitogache. Voici l'extrait. Pour les enfants, c'est le jésuite qui parle. Il parle de l'Innu. Pour les enfants, dit-il, on ne voit rien d'autre que nous, enfants, aux maisons des Français. On y voit des garçons et on y voit des filles.
Que voulez-vous davantage? Je crois que l'un de ces jours, on nous demandera nos femmes. Vous nous demandez constamment nos enfants et vous ne nous donnez pas les vôtres. Je ne connais aucune famille parmi nous qui garde chez soi un Français. On leur fait comprendre qu'on veut leurs enfants pour les instruire et n'être qu'un jour qu'un même peuple avec eux. Nous prenons leurs enfants et nous les instruisons gratuitement. Cette vérité les prend de court. Fin de la citation. Voici une dernière fois, je veux dire. Comme je suis avant tout Innu. Excusez-moi, mais je ne suis pas Canadien. Je ne suis pas Québécois. Je suis aussi un Autochtone, un Aborigène, un Indien, un Amérindien, parfois en deux mots. Je ne suis plus un sauvage, je ne suis pas un sauvage, je suis Innu. Maintenant, le défi est de trouver une manière d'être au monde sans renier son propre univers. Merci de m'avoir écouté. Merci.